Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 dans Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie d'être avec vous pour poursuivre la lecture de Dialogues philosophiques et poétiques de Paul Valéry, un auteur, poète et philosophe français de la seconde partie du XXe siècle. Enfin non, en fait, première partie du XXe siècle, je raconte n'importe quoi, puisqu'il est décédé juste après la fin de la Seconde Guerre mondiale, en juillet 1945, et qu'il est enterré dans sa ville natale à Sète, où il repose dans le cimetière marin. Il eut d'ailleurs, Paul Valéry, des obsèques nationales à la demande de Charles de Gaulle pour son engagement dans les deux guerres française, enfin mondiale si je puis dire, mais dans l'armée française. En tout cas, il était également donc philosophe, comme je vous l'ai dit, et c'est avec un dialogue entre Phèdre et Socrate que nous poursuivons notre soirée de lecture sur le canapé de VBN. Cela s'intitule « Eupalinos ou l'architecte ». N'hésitez pas à réagir dès à présent avec le hashtag VBN. Socrate. Eh bien, Phèdre, voici ce qu'il en fut. Je marchais sur le bord même de la mer. Je suivais une plage sans fin. Ce n'est pas un rêve que je te raconte. J'allais je ne sais où, trop plein de vie et à demi enivré par ma jeunesse. L'air délicieusement rude et pur, pesant sur mon visage et sur mes membres. M'opposait un héros impalpable qu'il fallait vaincre pour avancer. Et cette résistance toujours repoussée faisait de moi-même à chaque pas un héros imaginaire, victorieux du vent et riche de force, toujours renaissante, toujours égal à la puissance de l'invisible adversaire. C'est là, précisément la jeunesse. Je voulais fortement le bord sinueux, durci et rebattu par le flot. Toutes choses autour de moi étaient simples et pures. Le ciel, le sable, l'eau. Je regardais venir du large ces grandes formes qui semblent courir depuis les rives de Libye, transportant leurs sommets étincelants, leurs creuses vallées, leur implacable énergie. De l'Afrique jusqu'à l'Attique, sur l'immense étendue liquide. Elles trouvent enfin leur obstacle, et le socle même de l'Hélas. Elles se rompent sur cette base sous-marine, elles reculent en désordre vers l'origine de leur durée. Les vagues à ce point détruites et confondues, mais ressaisies par celles qui les suivent. On dirait que les figures de l'onde se combattent. Les gouttes, innombrables, brisent leurs chaînes. Une poudre étincelante s'élève. On voit de blancs cavaliers sauter par là eux-mêmes. Et tous ces envoyés de la mer inépuisables périr et reparaître avec un tumulte monotone, sur une pente molle et presque imperceptible. Que tout, leur emportement, quoique venu de l'extrême horizon, jamais toutefois ne saurait gravir. Ici, l'écume jetée au plus loin par le flot, le plus haut, forme des tas jaunâtres et irisés qui crèvent au soleil, ou que le vent chaud et disperse, le plus drôlement du monde, comme bête épouvantée par le bond brusque de la mer. Mais moi, je jouissais de l'écume naissante et vierge. Elle est d'une douceur étrange au contact. C'est un lait, tout tiède et aéré, qui vient avec une violence voluptueuse, inonde les pieds nus, les abreuve, les dépasse, et redescend sur eux en gémissant d'une voix qui abandonne le rivage et se retire en elle-même. Cependant que l'humaine statue, présente et vivante, s'enfonce un peu plus dans le sable qui l'entraîne. Et cependant que l'âme s'abandonne à cette musique si puissante et si fine, s'apaise et la suit éternellement. Phèdre, tu me fais revivre, ô langage chargé de sel et paroles véritablement marines. Socrate, je me suis laissé parler. Nous avons l'éternité pour discourir sur le temps. Nous sommes ici pour épuiser nos esprits, à la manière des Danaïdes. Phèdre, l'objet, Socrate, l'objet gît sur le bord où je marchais, où je me suis arrêtée, où je t'ai parlé longuement d'un spectacle que tu connais aussi bien que moi, mais qui, rappelé dans ce lieu, emprunte une sorte de nouveauté, de ce fait qu'il est à jamais disparu. Attends donc, et dans quelques mots, je vais trouver ce que je ne cherchais pas. Phèdre, nous sommes bien toujours sur le rivage de la mer ? Socrate, nécessairement. Cette frontière de Neptune
et de la terre, toujours disputés par les divinités rivales, est le lieu du commerce le plus funèbre, le plus incessant. Ce que je rejette, la mer, ce que la terre ne sait pas retenir, les épaves énigmatiques, les membres affreux des navires disloqués, aussi noirs que le charbon, et tels que, si les eaux salées les avaient brûlés, les charognes horriblement becquetées et toutes lisses par les flots, les herbages élastiques, arrachés par les tempêtes, aux pâtisses transparents des troupeaux de protées, les monstres dégonflés aux couleurs froides et mourantes, toutes les choses, enfin, que la fortune livre aux fureurs littorales et aux litiges sans issue de l'onde avec le rivage, sont là, portées et déportées, élevées, rabaissées, prises perdues, reprises selon l'heure et le jour, tristes témoins de l'indifférence des destinées, ignobles trésors, et les jouets d'un échange perpétuel, comme il est stationnaire. Phèdre. Et c'est là que tu as trouvé Socrate, la même. J'ai trouvé une de ces choses rejetées par la mer, une chose blanche et de la plus pure blancheur polie et dure, et douce et légère. Elle brillait au soleil sur le sable léché, qui est sombre et semé d'étincelles. Je la pris, je soufflai sur elle, je la frottai sur mon manteau, et sa forme singulière arrêta toutes mes autres pensées. Qui t'a faite, pensai-je? Tu ne ressembles à rien, et pourtant tu n'es pas informe. Es-tu le jeu de la nature? Ô, privé de nom et arrivé à moi, de par les dieux, au milieu des immondices que la mer a répudiés cette nuit? Phèdre. De quelle grandeur était cet objet? Socrate. Gros à peu près comme mon poing. Phèdre. Et de quelle matière? Socrate. De la même matière que sa forme, matière à doute. C'était peut-être un ossement de poisson, bizarrement usé par le frottement du sable fin sous les eaux, ou de l'ivoire, taillé pour je ne sais quel usage, par un artisan d'au-delà les mers. Qui sait? Divinité peut-être, périt avec le même vaisseau qu'elle était faite pour préserver de sa perte. Mais qui donc était l'auteur de ceci? Fût-ce le mortel, obéissant à une idée, qui de ses propres mains poursuivant un but étranger à la matière qu'il attaque, gratte, retranche ou rejoint, s'arrête et juge, et se sépare enfin de son ouvrage. Quelque chose lui disant que l'ouvrage est achevé. Ou bien n'était-ce pas l'œuvre d'un corps vivant, qui, sans le savoir, travaille de sa propre substance, et se forme aveuglément ses organes et ses armures, sa coque, ses os, ses défenses, faisant participer sa nourriture, puiser autour de lui à la construction mystérieuse qui lui assure quelque durée. Mais peut-être, ce n'était que le fruit d'un temps infini. Moyennant l'éternel travail des ondes marines, le fragment d'une roche, à force d'être roulé et heurté de toutes parts, si la roche est d'une matière inégalement dure et ne risque à la longue de s'arrondir, peut bien prendre quelque apparence remarquable. Il n'est pas entièrement impossible, un morceau de marbre ou de pierre, tout informe, étant confié à l'agitation permanente des eaux, qu'il en soit retiré quelques jours par un hasard d'une autre espèce et qu'il affecte maintenant la ressemblance d'Apollon. Je veux dire que le pêcheur qui a quelque idée de cette phase divine le reconnaîtra sur ce marbre tiré des eaux. Mais quant à la chose elle-même, le visage sacré lui est une forme passagère d'entre la famille des formes que l'action des mers lui doit imposer. Les siècles ne coûtant rien qui en dispose, changent ce qu'il veut ou ce qu'il en veut. Mais alors, cher Socrate, le travail d'un artiste, quand il fait immédiatement et par sa volonté suivie un tel buste, comme celui d'Apollon par exemple, n'est-il pas, en quelque sorte, le contraire du temps indéfini? Socrate, précisément. Il en est le contraire même, comme si les actes éclairés par une pensée abrégeaient le cours de la nature. Et l'on peut dire en toute sécurité qu'un artiste vaut 1000 siècles ou 100 000 ou bien plus encore. C'est dire qu'il eût fallu ce travail presque inconcevable à l'ignorance ou au hasard pour amener aveuglément la même chose que notre homme excellent a accompli en peu de jours. Voilà une étrange mesure pour les œuvres.
Phèdre. Tout à fait étrange. C'est un grand malheur que nous ne puissions guère nous en servir. Mais dis-moi, que fis-tu avec cette chose dans ta main? Socrate. Je demeurai quelque temps, et la moitié d'un temps à la considérer sous toutes ses faces. Je l'interrogeai sans m'arrêter à une réponse. Que cet objet singulier fût l'œuvre de la vie ou celle de l'art, ou bien celle du temps et un jeu de la nature. Je ne pouvais le distinguer. Alors, je l'ai tout à coup rejeté à la mer. Phèdre. L'eau rejaillit et tu te sentis soulagé. Socrate. L'esprit ne rejette pas si facilement une énigme. L'âme ne se remet pas au calme aussi simplement que la mer. Cette question qui venait de naître, ne manquant, ne subside ni de résonance, ni de loisir, ni d'espace dans mon âme, commença de croître et pendant des heures m'exerça. J'avais beau respirer délicieusement et laisser se réjouir mes regards des brillantes beautés de l'étendue. Toutefois, je me sentais le captif d'une pensée. Mes souvenirs l'alimentaient d'exemples qu'elle essayait de tourner à son avantage. Je lui présentais 1000 choses car je n'étais pas encore en ce temps-là si expert dans l'art de réfléchir et de me leurrer que je pressentisse ce qu'il fallait et ce qu'il ne fallait pas exiger d'une vérité trop jeune encore et trop délicate pour supporter toutes les rigueurs d'un long interrogatoire. Phèdre. Voyons un peu cette vérité si fragile. Socrate. Je n'ose guère t'en offrir l'amusement. Phèdre. Mais c'est toi qui l'as proposée. Socrate. Oui. Je la croyais plus honorable à exposer, mais à mesure que je m'approche et me trouvant tout près de la dire, la pudeur me saisit et je ressens quelque vergogne à te faire connaître cette naïve production de mon âge d'or. Phèdre, quel amour-propre. Tu oublies que nous sommes ombre. Socrate. Voici donc mon idée ingénue, intriguée par cet objet dont je n'arrivais pas à connaître la nature, et que toutes les catégories demandaient ou repoussaient également. Je tentais d'échapper à l'image agaçante de ma trouvaille. Comment s'y prendre, sinon par le détour d'un agrandissement de la difficulté même? Après tout, me disais-je, le même embarras qui m'est proposé par cet objet trouvé se peut concevoir au sujet d'un objet connu. Mais dans celui-ci, puisqu'il est connu, nous possédons la question et la réponse, ou plutôt, nous possédons surtout la réponse. Et sentant que nous l'avons, nous négligeons de poser la question. Suppose donc que je considère une chose très familière, comme une maison, une table, une amphore, et que je feigne quelque temps d'être un homme tout à fait sauvage et qui n'aurait jamais vu de tels objets, je pourrais bien douter si ces objets sont de fabrication humaine, ne sachant à quoi ils peuvent servir, ni même s'ils sont de quelque usage à quelqu'un, et n'étant d'ailleurs renseigné par personne. Il faudrait bien que j'imagine le moyen d'apaiser mon esprit à leur sujet. Phèdre. Et qu'est-ce que tu as imaginé, Socrate? Cherchant, trouvant, perdant et retrouvant le moyen de discerner ce qui est produit par la nature, de ce qui est fait par les hommes, je restai quelque temps à la même place, l'œil hésitant, au milieu de plusieurs lumières. Puis, je me mis à marcher très rapidement vers l'intérieur des terres, comme quelqu'un en qui les pensées, après une longue agitation dans tous les sens, semblent enfin s'orienter et se composer dans une seule idée, engendrant du même coup pour son corps une décision de mouvement bien déterminée et une allure résolue. Phèdre, je sens cela. J'ai toujours admiré que l'idée qui survient, fût-elle la plus abstraite du monde, vous donne des ailes et vous mène n'importe où. On s'arrête, puis on repart. Voilà ce qui est pensé. Socrate. Et moitié courant, je raisonnais ainsi. Un arbre, chargé de feuilles, est un produit de la nature. C'est un édifice dont les parties sont les feuilles, les branches le tronc et les racines. Je suppose que chacune de ces parties me donne l'idée d'une certaine complexité. Je dis maintenant que l'ensemble de cet arbre est plus complexe que l'une quelconque de ses parties. Phèdre. Ceci est évident. Socrate. Je suis bien loin de le penser. Mais j'avais à peine 18 ans et je ne connaissais que certitude. L'arbre donc, comprenant telle et telle partie, comprend et assume
toutes leurs diverses complexités. Et il en est de même d'un animal dont le corps tout entier est chose plus complexe que le pied ou que la tête, puisque la complexité du tout comprend en quelque sorte, comme partie, les complexités de diverses parties. Phèdre. Le fait est, mon cher Socrate, que l'on ne peut guère concevoir un arbre comme partie d'une feuille ou accessoire d'une racine, ni un cheval comme organe ou partie de sa cuisse. Socrate. J'en inférerais sur le champ que dans tous ces êtres, le degré de l'ensemble est nécessairement plus élevé que le degré des détails, ou plutôt qu'il peut être égal ou plus élevé que celui-ci, mais jamais inférieur à lui. Phèdre. Ta pensée me semble assez claire, mais ce degré est difficile à concevoir nettement. Socrate. Je t'ai dit et redit que j'avais 18 ans. Je pensais comme je le pouvais, à un degré de l'ordre, de la distribution des parties et des éléments assemblés pour former un être. Mais tous ces êtres dont j'ai parlé sont de ceux que produit la nature. Ils s'accroissent, de façon telle que la matière dont ils sont faits, les formes qu'ils revêtent, les fonctions qu'ils comportent, les moyens qu'ils possèdent de composer avec les localités et les saisons, soient liés entre eux, invisiblement par de secrètes relations. Et c'est là, peut-être, ce que veulent dire ces mots, produits par la nature. Mais quant aux objets qui sont œuvres de l'homme, il en va tout autrement. Leur structure est un désordre. Phèdre. Comment se peut-il ? Socrate. Quand tu penses, ne sens-tu pas que tu déranges secrètement quelque chose ? Et quand tu t'endors, ne sens-tu pas que tu la laisses s'arranger comme elle peut ? Je ne sais. Socrate. Cela ne fait rien, je poursuis. Les actes de l'homme qui construit ou qui fabrique quelque chose ne s'inquiètent pas de toutes les qualités de la substance qu'il modifie, mais seulement de quelques-unes. Ce qui est suffisant à notre but, voilà ce qui nous importe. Ce qui suffit à l'orateur, ce sont les effets du langage. Ce qui suffit au logicien, ce sont ses relations et sa suite. Et comme l'un néglige la rigueur, l'autre les ornements, et de même dans l'ordre matériel, une roue, une porte, une cuve, demandant telle solidité, tel poids, telle facilité d'ajustement ou de travail. Et si le châtaignier ou l'orme ou le chêne y sont également, ou presque également, propres, le charron ou le menuisier les emploieront à peu près indifféremment, ne regardant qu'à la dépense. Mais tu ne vois pas dans la nature le citronnier produire des pommes, quoique peut-être cette année-là, elle lui coûterait moins cher à former que des citrons. L'homme, te dis-je, fabrique par abstraction, ignorant et oubliant une grande partie des qualités de ce qu'il emploie, s'attachant seulement à des conditions claires et distinctes qui peuvent, le plus souvent, être simultanément satisfaites, non par une seule, mais par plusieurs espèces de matières. Il boit du lait ou du vin, ou de l'eau, ou de la cervoise, indifféremment dans l'or, dans le verre, dans la corne ou dans l'onyx, et que le vase soit large ou élancé, ou en forme de feuille, ou de fleurs, ou bizarrement tordu sur son pied, le buveur ne regarde guère que le boire. Celui même qui a fait cette coupe n'a jamais pu que grossièrement accorder entre elles sa substance, sa forme et sa fonction. Car la subordination intime de ces trois choses et leur profonde liaison ne pourrait être l'œuvre que de la nature naturante elle-même. L'artisan ne peut faire son ouvrage sans violer ou déranger un ordre par les forces qu'il applique à la matière pour l'adapter à l'idée qu'il veut imiter et à l'usage qu'il prévoit. Il est donc conduit inévitablement à produire des objets dont l'ensemble est d'un degré toujours inférieur au degré de leur partie. S'il construit une table, l'assemblage de ce meuble est un arrangement bien moins complexe que celui de la texture des fibres du bois. Et il rapproche grossièrement, dans un certain ordre étranger, les morceaux d'un grand arbre, lesquels s'étaient formés et développés dans d'autres rapports. Phèdre. Il me vient à l'esprit un étrange exemple de ce désordre. Socrate. Et lequel ? Phèdre. L'ordre même, l'ordre si admirable que l'art du stratège impose aux individus eux-mêmes, quand on les prépare à servir dans le rang.
Te souvient-il, cher Socrate, de ces journées dépensées aux alignements et aux formations, aux massives ou déployées, qui accoutument la jeunesse à l'obéissance militaire et à l'unanimité dans l'action? Socrate. Par Hercule, je fus soldat et bon soldat. Phèdre. Eh bien, ces longues lignes hérissées, ces phalanges de formidable carrure, ces rectangles armés que nous formions dans les plaines poussiéreuses, n'étaient-ce pas des figures très simples, cependant que chaque élément de ces figures était l'objet le plus complexe du monde? Un homme, et même parmi ces hommes il y avait des Socrates et des Phidias, des Périclès et des Zénons, admirables éléments en qui s'ajoutent à la complexité ordinaire des humains toutes celles des univers possibles qu'ils ont dans l'esprit. Socrate. Ton exemple est assez bon. J'ai souvenir qu'il me fallait quelquefois en appeler à ma raison pour faire accepter à mon âme riche et nombreuse ce rôle de simple unité et de partie indiscernable d'une armée. Tu vois donc que l'ordre et le désordre, convenablement maniés, expliquent, ou du moins rapprochent bien des choses. Phèdre. Je vois que, mis en mouvement par cet objet trouvé sur le bord de la mer, et auquel tout autre que toi n'eût prêté la moindre attention, ton génie adolescent s'est élevé presque aussitôt à la considération d'une différence très importante et très simple. Tu as tiré de l'incident le plus mince cette pensée que les créations humaines se réduisent au conflit de deux genres d'ordre, dont l'un qui est naturel et donné subit et supporte l'autre, qui est l'acte des besoins et des désirs de l'homme. Socrate. J'ai cru cela. L'homme n'a pas besoin de toute la nature, mais seulement d'une partie d'elle. Philosophe est celui qui se fait une idée plus étendue et veut avoir besoin de tout. Mais l'homme, qui ne veut que vivre, n'a besoin ni de fer, ni de l'airain en eux-mêmes, mais seulement de telle dureté ou de telle ductilité. Il est contraint de les prendre où elles se trouvent, c'est-à-dire dans un métal qui a aussi d'autres qualités indifférentes. Il ne regarde que son but. S'il veut enfoncer un clou, il le frappe avec une pierre ou avec un marteau qui est de fer ou de bronze, ou même de bois très dur, et il l'enfonce à petits coups, ou d'un seul, plus énergique, ou parfois par une pression. Qu'importe à lui, le résultat est le même, le clou est enfoncé. Mais si l'on ne regarde pas à suivre le fil de cette action, et qu'on envisage toutes les circonstances, ces opérations paraissent entièrement différentes et des phénomènes incomparables entre eux. Phèdre, je conçois maintenant, comme tu as pu hésiter entre le construire et le connaître. Et c'est ainsi que se termine notre voyage en compagnie de Paul Valéry pour ces dialogues philosophiques et poétiques. J'espère que cette lecture, qui était un peu sérieuse, certes, j'avais l'impression de revenir au bac de français. J'espère qu'en tout cas, cela vous a plu, cela vous a peut-être fait réfléchir de votre côté. En tout cas, n'hésitez pas à réagir avec le hashtag VBN si vous avez la moindre question ou une envie particulière, un coup de cœur, un coup de griffe, le poser, j'espère que non. En tout cas, si vous avez une envie de lecture, je serai là pour vous la lire. En tout cas, on fera tout ici pour subvenir à vos envies, demander les droits, s'en occuper. Ce sera un vrai plaisir pour l'équipe et pour moi-même. Et puis, des lectures spéciales se préparent. Alors surtout, soyez au rendez-vous toutes les nuits sur D8. Je vous remercie pour votre fidélité. Merci également à toute l'équipe de Voyage au bout de la nuit. Je vous embrasse. Je vous passe la suite des programmes peut-être. Et je vous souhaite surtout une très belle journée sur D8, une très belle matinée avec des rediffusions, de la gym, du Touche pas à mon poste et du Grand 8. Merci à tous. À très bientôt sur notre chaîne. Je vous embrasse.